Salut et bienvenue dans Embarqué. Je suis à Astana, la capitale du Kazakhstan, et je t'explique tout de suite pourquoi je t'emmène ici. Le 24 février 2022, au petit matin, le président russe Vladimir Poutine annonce le début de son opération spéciale en Ukraine. À cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine. Le soir même en Russie, les quelques manifestations anti-guerre organisées sont durement réprimées. Toute parole critique est qualifiée de traîtrise ou de fake news, amenant directement son auteur en prison. Des centaines de milliers de Russes, souvent jeunes et moins réceptifs à la propagande, prennent alors le chemin de l'exil. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Le 21 septembre 2022, le leader russe annonce la mobilisation de 300 000 hommes pour être déployés sur le front. Cette annonce provoque une nouvelle vague de départ, encore plus massive. Beaucoup d'exilés se dirigent alors vers les pays d'Asie centrale. Dans cette vidéo, je vais te montrer qui sont ces jeunes qui ont tourné le dos à l'armée. Tu vas voir comment ils vivent leur exil ici, au Kazakhstan, et ce qu'ils racontent de cette Russie qui a basculé dans la propagande et la guerre. Pour les retrouver, j'ai traversé une bonne partie du globe. Je suis à Astana, la capitale du Kazakhstan, cet immense pays d'Asie centrale qui a la particularité de partager 7000 km de frontière avec la Russie. C'est la plus grande frontière terrestre au monde. Comme tu peux le voir, se retrouver ici en plein mois de janvier, c'est affronter un des climats les plus hardcore de la planète. Aujourd'hui, il fait un petit moins 23 degrés et c'est la température la plus douce de la journée. Je suis dans un quartier périphérique d'Astana, loin des gratte-ciels du centre-ville qui abrite les compagnies gazières et pétrolières. Je vais rencontrer Ivan, Ilya et sa compagne. Ils ont fui la Russie au mois d'octobre 2022 pour échapper à la mobilisation. Ils doivent rester anonymes car ils risquent 5 ans de prison pour avoir tourné le dos à l'armée russe. Et pour critiquer Poutine et sa guerre en Ukraine, c'est 15 ans de prison qu'ils risquent. Привет. Привет. Здравствуйте. Ваня. Привет. Это она пришла уже когда... То есть сначала я уехал сюда, потом сотрудник полиции, какая-то женщина prишла по прописке, меня принесла эту повестку, и они сказали, почему Иван не явился, уже должен был. Est-ce qu'avant le 21 septembre, vous étiez déjà en train de réfléchir à quitter le pays, ou c'est vraiment la mobilisation qui a fait que vous avez pris la décision? Ну да. Всегда. Всегда, да, в принципе. Просто не было толчка, скажем так. Это же очень тяжелое решение, очень... Когда все комфортно, ты думаешь, чтобы уехать, то тоже нужно в такой же комфорт приезжать. Нужно обеспечить себе это. Ну, а здесь как бы особо выбора уже нет. Надо уезжать. Pourquoi le Kazakhstan et pas la Géorgie ou d'autres pays? Без загранпаспорта, по сути, можно только в страны, которые под контролем России, и Казахстан из них самый безопасный, самый менее контролируемый. Поэтому такой выбор. Sur la route, il y avait beaucoup de monde avec vous à cette période-là? Да, у нас на границе там был вообще ужас. Ну, наверное, так было везде, на самом деле. То есть казахи стояли, ну, кто дальнобойщики, например, там, они стояли по двое суток, ждали, потому что им вообще никуда не деться, они на машине. Они там спали уже, жили и из-за того, что такой поток русских. То есть машины бросали, потому что на машине просто нереально проехать. То есть сначала мы на машине стояли часа 3, мы подумали, что нужно идти. Там идти 40 километров, мы пошли.
Ну, я сначала приехал в Уральск, но понял, что нужно переезжать в Астану, потому что тут комфортнее, и переехал сюда. Votre vie maintenant ici au Kazakhstan, vous pouvez m'en parler? Ça ressemble à quoi vos journées? Ну, я работаю, учусь, в принципе, все, немножко занимаюсь спортом. Так устроена жизнь. Ну, бывает, играю, все. Ivan gagne sa vie en travaillant comme opérateur téléphonique pour une compagnie russe basée à l'étranger. Pour Ilya et Nastia, c'est plus compliqué. Ilya et sa copine composent de la musique ensemble et c'est un peu leur seule occupation ici parce qu'ils n'ont toujours pas réussi à trouver de travail. Ilya était un beatmaker relativement connu chez lui, à Saint-Pétersbourg. Я еще в другую сторону уводят, но красиво. У меня мама сама была готова и оплачивала, помогала деньгами, билеты купить моим друзьям и так далее. Quelle partie de la jeunesse russe vous représentez actuellement? Протестную, не знаю, какую часть. Сопротивляющийся. Хотя нет, тоже несправедливо, да, не поддерживающий. C'est quoi votre rapport finalement à la Russie actuelle, à ce qu'elle est devenue? Ну, боль за потерянное время российское, за потерянную историю. То есть, ну, вначале, конечно, сердились, но потом злость как-то переходит вот, да, в боль, разочарование, какое-то сожаление. С самого начала было понятно, что к этому идет, на самом деле. Еще с года 7-го, наверное. On a vu des manifestations en Russie au tout début de la guerre, après la mobilisation. En Occident, on s'est dit, mais pourquoi les Russes ne se révoltent pas? Потому что у нас полицейское государство, которое избивает, убивает, насилует людей, которых с этих же демонстраций забирают в автозаки, забирали, чуть ли не там была какая-то женщина, которая с детьми с коляской забрали, по-моему, и пожилых людей, и ну как бы. Есть всякие аудиозаписи, как потом избивают, насилуют в участках, и ну это я не знаю, что с этим можно сделать, как бы просто от того, что мы видим на от того, что мы просто выйдем на улицы и нас изобьют, ничего не изменится. То есть ты понимаешь, что ты не только собой рискуешь, но и своей семьей. В принципе, все политики, они тоже в тюрьме, журналисты все в тюрьме либо за границей, все СМИ не работают больше, либеральные, например. Ну и в таких условиях это довольно сложно. Вот, а так вот такого у нас очень много, то есть где дети во всякой военной форме поют всякие военные песни. Это показывает, как у нас развивается милитаризм. Детей просто приучают с детства к тому, что оружие это нормально, что мальчики должны играть с автоматами, они должны умирать за родину и так далее. Что мы будем анонимными, все равно нам стрёмно разговаривать. Ну, то есть, мне кажется, это о многом говорит тогда.
Je prépare ce reportage très sensible pour les autorités kazakhes depuis plus de 3 mois. Dès le départ, je voulais absolument avoir une réaction officielle sur ce sujet. Après de longues négociations et des tonnes d'appels téléphoniques, ça y est, j'y suis arrivé. Et crois-moi, jusqu'au dernier moment, c'était super incertain. J'ai reçu le feu vert il y a tout juste 1 heure et j'ai rendez-vous avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il va me rejoindre dans mon hôtel pour l'interview. Vous faites partie du comité de l'immigration pour le ministre de l'Intérieur du Kazakhstan. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle a été l'ampleur de la vague migratoire des jeunes Russes qui fuyaient la mobilisation après l'annonce de Poutine le 21 septembre dernier? Ежедневно увеличилось до 30 тысяч, потом в связи с ограничительных мер на границе Российской Федерации уменьшилось до 6 тысяч. В основном граждане Российской Федерации к нам приезжают для осуществления трудовой деятельности, выбрали другой путь, выехали в третьи страны через Республику Казахстан, это около 300 тысяч, выехали Арабские Эмираты, Юго-Восточную Азию, в Турцию, вот, использовали как транзитную территорию нашей страны. Est-ce que vous pourriez, vous, à un moment donné, bloquer les frontières et dire là, c'est assez? Ну, у нас с Российской Федерацией дружеские отношения, имеются международные соглашения и обязательства, которые Казахстан выполняет в полном объеме. И в том плане, чтобы закрыть границу, вопроса не стояло, потому что... On parle dans ce cas-là de jeunes gens qui ont décidé de ne pas aller faire la guerre en Russie et risquent des peines de prison. Est-ce que c'est une donnée qui rend cette vague migratoire un peu différente? Ну, я думаю, что если человек соблюдает законодательство и не находится в розыске за совершение каких-либо преступлений у себя на родине, он может здесь свободно находиться в нашей стране и пребывать в нашей стране, жить свободно. Если таких нету ограничительных мер со стороны гражданства, пожалуйста, живи, и никто вас не выдаст той или иной стране. Les 3 jeunes exilés russes ont insisté sur l'hospitalité kazakh et ils m'ont dit avoir été accueillis chaleureusement dès qu'ils ont passé la frontière. Je voudrais rencontrer un Kazakh qui offre son aide aux réfugiés russes. Comme souvent, les tuyaux s'échangent sur la messagerie Telegram. On m'indique le contact d'une personne très active. Il me donne rendez-vous le jour même, en plein centre de la capitale. Et je crois que j'ai trouvé la perle rare. Il s'appelle Belk Sultan, il a 21 ans et sa particularité c'est d'avoir une double casquette. Accroche-toi bien, le gars travaille pour les renseignements intérieurs, en gros c'est un espion, et sur son temps libre, il aide les réfugiés russes à s'installer dans le pays. Je t'emmène à sa rencontre. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Nice to meet you. Nice to meet you. Pourquoi tu as commencé à faire ça? Tu as vu la situation de ces jeunes et ça t'a inspiré quoi? Да, конечно, потому что люди избегают войну, те, которые не хотят воевать, им нечего делать, чтобы им ничего там не сделать, чтобы пойти на войну дальше. А они сюда приезжают, для них нужна помощь, сказать, что им дальше нужно сделать для открытия счета в банке или какие документы им нужны в дальнейшем. И, например, если я тоже был в их ситуации, то же самое я бы уехал бы. И я хочу жить мирно, без всяких проблем. Я должен понимать, что завтра меня никто не заберет. И я завтра не пойду на войну, чтобы воевать. Combien de personnes, toi, t'as pu aider dans leur démarche administrative? Я не считал, но приблизительно больше 500 людям я помог, потому что сюда люди приезжают и не понимают, что дальше им делать. Если вы хотите, я могу сказать, что им нужно делать, когда они сюда приедут, какие документы им нужны, чтобы они понимали четко, что они должны делать в дальнейшем. Belk Sultan propose de rencontrer Nastia et Ilya pour les aider à résoudre leurs problèmes de papier et à trouver du travail.
Nous avons rendez-vous quelques heures plus tard dans un restaurant. Qui est vraiment Bek Sultan, l'espion qui aide les exilés russes? Est-il là pour vérifier les profils de ces jeunes Russes qui arrivent au Kazakhstan? Est-ce que son rôle s'inscrit dans la stratégie du pays de favoriser l'installation de cette main-d'œuvre jeune et qualifiée pour rendre son économie encore plus dynamique? Cette rencontre me laisse avec beaucoup de questions, mais peu de réponses. Je repense à une phrase du délégué de la commission à l'immigration. Мы должны как-то использовать вот этот потенциал в своих целях, улучшения экономики, повышения культуры. Может, это толчок, такой катализатор, чтобы мы продвинулись вперед. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'avais jamais vu de fusée spatiale de ma vie et franchement je suis trop content. Là on voit, c'était le fameux essai de navette spatiale russe qui devait concurrencer la navette américaine. Et là par contre, tu as des modèles de lanceurs Sputnik. Trop cool. Et c'est aussi pour te montrer à quel point il y a des liens historiques entre le Kazakhstan et la Russie. Sur les programmes spatiaux, en termes d'économie, c'est aussi au Kazakhstan que tous les essais nucléaires russes ont été faits après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Ça a laissé des traces énormes sur le pays en termes de radiation. Et ça s'est fait dans les grandes steppes à l'époque. Officiellement, le président Kassim Tokayev a pris ses distances avec la Russie de Vladimir Poutine en condamnant très vite l'invasion de l'Ukraine. Et ça, c'est quand même loin d'être anodin. Il faut noter que le président Tokayev incarne un renouveau plus démocratique du Kazakhstan après les quasiment 30 ans de dictature du président Nursultan Nazarbayev. Reste que le Kazakhstan et la Russie sont des pays frères. Ils partagent des liens historiques qui vont au-delà de parler la même langue. La Russie est le premier partenaire commercial du Kazakhstan. C'est aussi un allié stratégique et militaire. Tu as déjà entendu parler du centre spatial de Baïkonour. C'est de là que partent les fusées spatiales russes depuis des dizaines d'années. Et c'est au Kazakhstan. Pour te donner un autre exemple de ce partenariat stratégique, au mois de janvier dernier, quand des manifestations ont éclaté à Almaty, la première ville du pays, les autorités kazakhes ont fait appel à l'armée russe pour réprimer dans le sang ces manifestations qui ont fait probablement plusieurs centaines de morts. Donc tu le vois, malgré la position officielle du Kazakhstan, l'incertitude demeure sur l'avenir et l'équilibre de cette région qui dépendent de l'évolution du conflit en Ukraine et des éventuels sauts d'humeur de l'insaisissable Vladimir Poutine. À bientôt pour de nouvelles aventures.